Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Abdelrahim Youmni. Bonjour Rachid Hallaoui. Merci d'avoir enfilé les gants, ou en tout cas de s'apprêter à enfiler les gants et d'être surtout monté sur ce ring. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. 3 rondes thématiques avec vous. Première ronde, grève des enseignants vers une sortie de crise avec un point d'interrogation. On reviendra au lendemain de cet accord qui a été trouvé entre le gouvernement et les centrales syndicales. Ce que vous en pensez, est-ce que la crise va se poursuivre et les mouvements de grève des collectifs d'enseignants? Deuxième round, projet de loi de finances 2024, donc deuxième lecture, Chambre des représentants la semaine dernière, retour de la croissance ou rebond de l'inflation avec un point d'interrogation. Et enfin le troisième round, pour thématique convergence des politiques publiques, parents pauvres de la gouvernance, point d'interrogation. Vous nous direz également ce que vous avez à dire là-dessus. Mais sur le premier round, cette grève des enseignants vers une sortie de crise ou pas. Je rappelle que c'est la 7e semaine, ça fait quasiment un mois et demi que l'école publique est désertée à la fois par les enseignants et à la fois par les élèves. Sortie de crise ou pas? Sortie de crise ou pas, déjà c'est pas la première crise. On a eu déjà des grèves l'année dernière qui étaient menées par les AREP. Par les cadres des académies régionales de formation, donc, et qui voulaient un statut de fonctionnariat. Donc c'était le premier. Ça, c'est par rapport au statut de contractuel. Oui, mais après, on a eu aussi des dommages collatéraux qui étaient les élèves. Et là, on a une deuxième à cause du statut unifié qui a été mis sur la table, qui a été signé par les syndicats et puis refusé par les collectifs enseignants qui sont des coordinations. Et donc, ça met toujours en otage d'abord les élèves. On a 6 millions d'élèves dans l'enseignement public, donc 400 000 bacheliers qui doivent préparer le bac. Et puis, on a le rapport PISA qui vient de sortir et qui met un doigt sur le Maroc. Le Maroc, là, c'est 70e. Donc, c'est très mauvais pour nous et pour notre nouveau modèle de développement et ce qu'on voudrait faire pour faire décoller ce pays et le capital humain. Donc, oui, il y a un gros souci sur l'enseignement, sur la fonction de l'enseignement. Il faut sortir par le haut. Il faut surtout que les élèves retrouvent le chemin de l'école. Cet accord qui a été trouvé dimanche, signé, ratifié, entre le chef du gouvernement, qui était accompagné d'ailleurs d'autres ministres, dont Chakib Ben Moussa, ministre en charge de l'Éducation nationale, mais également Fawzi Larja, ministre en charge du budget, et Younes Kouri, ministre en charge, entre autres, de l'emploi, avec les principales centrales syndicales. Accord signé. On a l'impression qu'en fait, les collectifs d'enseignants continuent à poursuivre leur acte de grève. Ce n'est pas le premier accord qui est signé, parce que le statut unifié déjà a été signé. Mais une fois de plus par les centrales syndicales. Voilà. Et est-ce qu'on est dans le même schéma? On a le même schéma. On a le même schéma. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord des enseignants hybrides. Nous avons à la fois les fonctionnaires et les AREF. Et chacun des deux défend des intérêts qui ne sont pas les mêmes. Donc il n'y aura jamais d'accord. Pourquoi? Parce qu'il fallait peut-être réfléchir sur d'abord le statut des fonctionnaires qui sont les fonctionnaires. Et puis le statut de ces enseignants. Mais ça, on nous a dit que c'était réglé, ça. C'est pas réglé. On nous a dit pendant très longtemps que le statut de contractuel était réglé. On voit très bien que c'est pas réglé parce que sur le statut unifié, il y a des points qui sont favorables aux fonctionnaires et des points qui sont favorables au cadre des AREF. Donc ça pose un problème. Aujourd'hui, la hausse de 1500 dirhams net, mais sur 2 années, 2024, à partir du 1er janvier 2024 et 1er janvier 2025. En 2 fois, elle ne règle pas le problème. Il n'y a pas que ça. Il y a eu une autre carotte, c'est les 30% sur les heures supplémentaires, sans obligation de les faire. Et puis aussi une facilitation sur l'accès des échelons. Donc il y a eu des avancées. Donc est-ce qu'il y a eu des efforts conséquents consentis par le gouvernement? Et est-ce que du coup, Abdelrahim Youmni, vous considérez-vous que le collectif des enseignants ne joue pas le jeu? Le gouvernement aujourd'hui, si les syndicats, que ce soit les syndicats et les coordinations acceptent, c'est lui qui gagne. Parce qu'il il a mis sur la table 9 milliards de dirhams pour le statut unifié, c'est-à-dire à la fois de la formation, de la montée en compétence des enseignants, aussi de la valorisation à travers l'effort consenti par chaque professeur. Et je pense qu'aujourd'hui, il va dépenser moins de 9 milliards de dirhams. Parce que le problème... On parle d'une enveloppe de 4,2 milliards de dirhams cette fois-ci. Bien sûr. Par rapport à ce qui était signé et acté dimanche. Oui, mais il faut voir que le budget, par exemple, sur le PLF 2024, on est monté de 67 à 87 milliards de dirhams. C'est énorme. Pour le budget du ministère de l'Éducation. D'abord, pour quel résultat? Deuxièmement, je pense qu'il... Alors, moi, ce que j'aimerais, ma position, d'abord en tant qu'universitaire, c'est que d'abord que les enseignants
reprennent le chemin de l'école, que les élèves retrouvent l'école parce qu'ils doivent apprendre et se former. Et on continue la négociation parce que que ce soit les coordinations ou les syndicats auront toujours la main la plus haute sur le mouvement pour le reprendre à n'importe quel moment. A priori, la position aujourd'hui, d'ailleurs depuis un mois, mais qui est maintenue aujourd'hui du collectif des enseignants, au nombre de 22 d'ailleurs, ces différents collectifs, eux, ils veulent maintenir la pression. Et ils veulent obtenir, pas le gel, mais le retrait du statut unifié, c'est-à-dire que par rapport à ce qui a été consenti et acté dimanche, c'est-à-dire l'augmentation mensuelle de 1500 dirhams par mois en 2 tranches, 1er janvier 2024 et 1er janvier 2025, les collectifs des enseignants ne veulent pas. Non, mais cela, c'est le retrait pur et simple du statut unifié. Moi, j'ai lu le statut unifié. Il y a des choses qui sont positives et qui vont dans le bon sens, dans l'amélioration de la qualité du travail des enseignants, mais aussi de la qualité de l'enseignement qui est donné à travers la formation professionnelle, mais aussi à travers le suivi des élèves. Il y a des choses positives. Maintenant, je pense que ce statut unifié, il faut le revoir, il faut s'asseoir, il faut se rencontrer, il faut prendre le temps pour sortir avec un autre statut. C'est une proposition du gouvernement jusqu'à janvier 2025. Mais il faut travailler et garder la pression. On ne va pas fermer l'école et garder la pression. On va travailler et garder la pression parce que nous avons des millions d'élèves. Aujourd'hui, vous savez que les élèves dans le privé, c'est à peu près 14%. 1 40 000. Ces 1 40 000, ils sont à l'école. Ils continuent leurs études. Et donc, c'est toujours les couches vulnérables et les gens qui habitent au milieu rural. Est-ce que du coup, vous responsabilisez-vous aujourd'hui le collectif des enseignants et que vous considérez que sur le fait de maintenir comme ça des mouvements de grève à répétition depuis cette semaine, est-ce que c'est irresponsable de leur part? C'est plus compliqué que ça. Moi, je dirais que je pense que la responsabilité est partagée, mais de toute façon, ils peuvent garder la pression sur l'exécutif et reprendre le chemin de l'école parce que pour moi, je défends d'abord les élèves, je défends les apprenants et surtout ceux de l'école publique et je défends l'école publique et je pense que ce n'est pas la manière la plus… En tout cas, c'est l'attitude aujourd'hui, la posture qu'a décidé les coordinations, pas les syndicats, parce que les syndicats ont signé. Le problème, c'est que les syndicats ont signé et les collectifs d'enseignants n'ont pas signé. Oui. Est-ce que ça veut dire que quelque part, les syndicats aujourd'hui, en tout cas les plus représentatifs, qui sont reçus à chaque fois, et y compris dernièrement, dimanche dernier par le chef du gouvernement, sont considérés comme illégitimes par les collectifs d'enseignants et que le gouvernement devrait, selon certains observateurs avertis, plutôt ouvrir le dialogue avec les collectifs d'enseignants et arrêter le dialogue avec les centrales syndicales qui ont un taux de syndication qui est en décroissance permanente? C'est très compliqué parce que c'est une question difficile. Cette délégitimation des syndicats, elle n'est pas propre au Maroc, elle est mondiale. Dans tous les pays du monde, le taux de syndicalisation a beaucoup baissé depuis les années 2000. On est sur 3-4%. Donc aujourd'hui, les syndicats représentent une infime minorité de personnes et la grande majorité. Le problème des coordinations, c'est qu'il y a aussi des contractuels. Donc les contractuels n'appartiennent pas à des forces syndicales et les forces syndicales ne les maîtrisent pas. Et alors, avec qui il faut parler normalement? On parle avec les syndicats des enseignants. Donc le gouvernement, vous considérez que le gouvernement, le chef du gouvernement, est dans son rôle d'ouvrir le dialogue, de maintenir le dialogue exclusivement qu'avec les centrales syndicales. Mais quand vous signez, quand vous paraphez des décisions, vous ne pouvez pas les parapher avec des gens, avec l'anarchie. Vous les paraphez avec des gens qui appartiennent à des forces syndicales. Donc c'est une obligation. Vous êtes vous-même enseignant. Bien sûr. Abrani Youmni, avant d'être économiste et spécialiste des politiques publiques, aujourd'hui on se retrouve avec des millions d'élèves qui n'ont pas d'école. 6 millions. Fait qui n'ont pas d'école, en tout cas qui ne vont pas en classe. C'est quelque chose qui a démarré il y a pratiquement un mois et demi, qui pourrait encore se poursuivre tout le mois de décembre, voire plus. Est-ce que on est face à une situation où il n'y a pas de sortie de crise possible? Si, il y aura, je suis sûr qu'il y aura une sortie de crise possible. Mais je vous ai déjà dit, ce n'est pas propre au Maroc. Il y a plusieurs pays. Il y a la Tunisie a connu le même problème, l'Algérie presque pendant une année. La Tunisie a revalorisé le salaire des enseignants. Oui, mais là, ce n'est pas seulement une question de revalorisation, c'est aussi une question de plan de carrière pour certains enseignants. La question, en fait, les enseignants, et je pense les coordinations des professeurs, des cadres des AREF, n'ont pas encore tourné la page du statut unifié. Ils veulent le revoir, c'est mélangé. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Mais moi, je vous dis, moi, je défends
la priorité et l'exclusivité et le plus important, ce sont les enfants qui doivent retourner à l'école. Vous savez qu'il y a 80 000 enfants qui ont quitté l'école publique pour aller à l'école privée. Et pendant le Covid, on avait le phénomène inverse. Voilà. En tout cas, entre-temps, hasard ou coïncidence, je ne sais pas si vous êtes fervent croyant du hasard ou de la coïncidence, il y a ce classement PISA donc, qui est réalisé par l'OCDE. Donc c'est un programme de suivi en fait des compétences éducatives au niveau des écoles primaires. 81 pays s'y soumettent régulièrement. Le Maroc, c'est la deuxième fois, après 2018. Et là, on apprend en fait que 2/3 de nos élèves, c'est-à-dire entre 70% et 75% de nos élèves, sont déjà en très grande difficulté scolaire, tant dans l'apprentissage des mathématiques, mais comprendre le mode de calcul et ce qu'on calcule. Au niveau de la lecture aussi, à savoir ce qu'on écrit et comprendre ce qu'on lit. Et au niveau des sciences également. Donc il y a un constat alarmant, une fois de plus, sachant qu'entre 2018 et 2023, la position du Maroc s'est dégradée. Alors c'est très simple. Déjà, je pense qu'il faut analyser ces chiffres. Ces chiffres de la dégradation ne concernent pas les élèves de l'école privée. Ils concernent les 80%, les 84% qui sont dans l'école publique. Et c'est une école qui est, je mettrais ça entre guillemets, abandonnée, parce qu'il faut des professeurs de qualité qui soient très bien rémunérés si on veut garder le cap de 2035, celui de l'émergence. Nous ne pouvons pas faire d'émergence économique sans amélioration structurelle du capital humain, et ça commence par la maîtrise de la langue, du numérique et des mathématiques, c'est-à-dire du calcul. Et le Maroc, où nous avions des élèves excellents, une formation qui était exemple dans le monde entier dans les mathématiques, on commence à reculer. Le problème, c'est que chaque année, nous entendons dans les publicités et les médias qu'on a 33 étudiants marocains qui ont réussi les classes prépa, qui sont rentrés à Polytechnique. Il ne faut pas s'intéresser à l'infime minorité, à la micro. Il faut aller voir la majorité. Je pense qu'il y a un vrai problème structurel de l'enseignement public au Maroc ou de l'enseignement général. Il faudrait une réforme globale. Ce qui est prévu d'ailleurs par Cheikh Belboussa. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Avant de passer au deuxième round, Abderrahim Youmni, quand on voit ces résultats médiocres, pour ne pas dire plus, classement PISA, 80% des élèves n'ont pas, chez nous, dans l'école publique, le minimum requis par rapport à tous les pays de l'OCDE. 2/3, plus de 80%, enfin autour d'entre 75 et 80%, qui sont déjà en échec scolaire et qui ont du mal et qui éprouvent les pires difficultés scolaires au niveau du primaire. Et en même temps, on augmente les enseignants qui continuent à faire grève. Oui, est-ce qu'on n'est pas dans un schéma, je veux dire, Vous êtes dans le schéma. Moi, je ne suis pas dans ce schéma. Oui, c'est pour ça que vous, en tant qu'enseignant… mais je ne suis pas lié. C'est pas lié. Écoutez, nous connaissons… moi, je vais prendre le foot. Nous avons été très médiocres il y a 10 ans et on a réussi à avoir une grande équipe de football qui est arrivée à la demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut faire la même chose pour l'enseignement. Il faut un volontarisme politique pour transformer l'école. Et pour transformer l'école, ce n'est pas en payant plus les enseignants. D'abord, en formant plus, en ayant moins d'élèves dans les classes, en différenciant les méthodes, en ayant des temps d'apprentissage et des temps ludiques aussi de divertissement, de l'apprentissage par divertissement. Je pense qu'il faut repenser l'école. C'est ce qui est prévu dans la stratégie de réforme. Oui, mais on n'a pas les ressources humaines pour le faire. Moi, j'ai toujours choqué des gens. Quand je dis, je continue à dire, il faut ouvrir l'enseignement au Maroc à des personnes qui peuvent venir de l'extérieur pour qu'il y ait une mixité des formateurs et des enseignants, pas forcément de l'Europe, ils peuvent venir de l'Afrique. On a un problème de ressources humaines aujourd'hui, et puis nous avons aujourd'hui… Pas en quantité, en qualité. En qualité, et puis nous avons des gens qui ne veulent pas travailler, puis nous avons des gens qui ne maîtrisent pas les langues, puis nous avons des gens qui ne maîtrisent pas… Mais en fait, je pense qu'il faut se pencher sur ce problème, parce qu'il y va de l'avenir du Maroc, et je vous dis, le cap 2035, l'émergence économique, ce n'est pas possible sans amélioration du capital humain. Le pire dans tout ça, c'est que nous sommes en déperdition démographique. Pour 40 millions d'habitants, nous avons 4,5 millions d'enfants. Donc, il y a un problème. Vous savez que les écoles primaires et les classes dans le primaire ferment aujourd'hui. Donc, ça aussi, il faut le repenser. En tout cas, on passe au deuxième round et peut-être que, espérons que votre message sera entendu là où il faut être entendu, c'est-à-dire au niveau des collectifs d'enseignants et au niveau de celles et ceux qui ont au niveau du gouvernement qui prennent les décisions pour débloquer cette situation de crise. Tout simplement, je vais quand même reprendre. L'enseignement, c'est un sacerdoce.
C'est-à-dire que c'est un acte citoyen et civique. On ne choisit jamais l'enseignement pour devenir riche. Mais en même temps, on doit avoir un revenu qui nous permet de vivre dans la dignité. Deuxième round, justement. Projet de loi de finances 2024, retour de la croissance ou rebond de l'inflation. Deuxième, donc après avoir été voté en première lecture à la Chambre des représentants, il a été voté à la Chambre des conseillers. Il est revenu à la Chambre des représentants la semaine dernière, je crois que c'était jeudi dernier d'ailleurs. Il a été voté en deuxième lecture. C'est bon, maintenant c'est réglé. Le projet de loi de finances 2024, retour de la croissance ou rebond de l'inflation aujourd'hui, qui est toujours présente. Ni l'un ni l'autre. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Premièrement, la conjoncture est difficile pour le Maroc et pour l'ensemble des pays. La conjoncture est difficile parce que c'est pas impossible qu'on ait une année de sécheresse et la campagne agricole au Maroc, c'est à 1 à 1,5 de points de croissance et plusieurs milliers d'emplois. Si c'est pas 2023, on devrait finir entre 2,8 et 2,9 de points de croissance. On n'a pas eu une bonne saison agricole non plus, une bonne pluviométrie. Là, 2024, déjà 1,5 point de croissance. Il faut point d'interrogation. Après, il y a un point de croissance qui dépend de nos partenaires européens, si ça va chez eux ou pas. Ça fait déjà 2,5. Et puis le reste, c'est de la virtuosité de notre économie à créer des emplois. Et ça, c'est un problème et vous le savez très bien. Donc, moi, j'ai vu les chiffres, 3,8. Je suis pas... Si on a une très bonne année agricole, c'est possible. Si on n'a pas une très bonne année agricole, ça ne sera pas possible. Vous savez que l'économie, c'est la confiance. Et aujourd'hui, la confiance des ménages marocains et des entreprises, elle est un petit peu en berne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une superposition des crises. D'abord, la crise Covid, elle est toujours là dans les esprits. La guerre en Ukraine, après l'année de sécheresse, après aujourd'hui la guerre au Proche-Orient. Donc tout ça, ça fait que ce n'est pas simple. Et puis nous avons laissé installer la cherté de vie et pas l'inflation. Parce que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire la cherté de vie, c'est-à-dire les prix. C'est l'inflation qui devient cherté de vie. Et nous n'avons rien fait. Malgré le tassement de l'inflation, je rappelle qu'on est passé de 10-12 à 4,5 aujourd'hui de taux d'inflation. Et oui, que malgré tout, avec ce niveau d'inflation, même s'il a baissé, les prix sont restés élevés. C'est très simple, Rachid Kilaoui, je vais vous dire. Quand vous avez une inflation spirale qui arrive, qui reste 2 ou 3 ans, vous devez normalement, à un moment donné, la corriger, soit de manière budgétaire, soit par les salaires. Alors, par les salaires, les entreprises n'ont pas joué le jeu. L'État a essayé, mais sur les très bas salaires, d'augmenter un peu les salaires pour éponger l'inflation. Sauf que certains économistes, comme vous, considèrent, ils ne pensent pas comme vous, ils considèrent que si on augmente les salaires, on augmente l'inflation. Alors, vous savez pourquoi? Si nous avons une inflation qui est structurelle, il ne faut pas le faire. Mais le Maroc, son inflation, sur les 60 dernières années, l'inflation au Maroc a toujours été en moyenne de 4,5%. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'inflation qui s'est installée, c'est la cherté de vie. Ça veut dire que le produit qu'on achetait hier à 10 dirhams, aujourd'hui, il est à 15 dirhams. Alors que mon salaire n'a pas bougé. Pour rattraper. Est-ce que ce projet de loi de finances 2024, qui une fois de plus a été totalement validé depuis la fin de la semaine dernière, est-ce qu'il va pouvoir répondre à ces interrogations-là? Est-ce que le projet de loi de finances et la loi de finances tout court cette fois-ci, qui va être applicable à partir du 1er janvier 2024, est-ce qu'elle est censée répondre à ces problématiques de détérioration du pouvoir d'achat? Malheureusement, non, parce que moi je l'ai lu plusieurs fois. Le PLF 2024 qui a été donc validé et voté, il ne répond pas. Bon, il y a la réforme de la TVA. Il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles. Moi j'attendais une... Il y a des choses qui ont été mises en place. L'exonération de la TVA sur les médicaments, sur les intrants, l'exonération de TVA aussi sur certains produits alimentaires. C'est très bien, c'est Epsilon. Mais moi, ce que j'attendais, sur la taxe intérieure de consommation ou la TVA qui touche le carburant. L'inflation au Maroc et la cherté de vie, on l'a produit en partie avec la hausse des coûts de production et avec la perte du pouvoir d'achat et qui touche à la fois la mobilité, la production et la consommation. Et ça, c'est lié au carburant. Moi, ce que j'attendais, c'est que, par exemple, une exonération totale sur la TVA du carburant, au moins. Vous savez qu'entre la taxe intérieure de consommation et la TVA, quand vous vendez par exemple un litre de gasoil à 15 dirhams 50, vous avez 6 dirhams 50 de taxes
intérieur c'est plus de consommation. 30 milliards de dirhams annuels au niveau des caisses de l'État. Donc Oui, voilà, aujourd'hui, est-ce que l'État, vu que l'État doit trouver du financement pour l'État social, et le financement de toutes les politiques sociales et les dépenses publiques est prévu en 2024, est-ce qu'il pouvait s'exonérer de recettes fiscales provenant de la TVA et de la TIC? Je suis d'accord avec vous. Ne serait-ce que sur le carburant. Sur les 30 milliards de dirhams, normalement, ils vont financer la protection sociale, le fonds, la protection sociale, mais aussi les allocations familiales qu'on va distribuer, c'est une bonne chose. Mais en même temps, cet argent, il est pris dans la poche de la classe moyenne. C'est ça le problème. Elle est prise dans les poches de la classe moyenne. Parce que comment on finance une politique distributive? On la finance avec de la croissance économique. Et là, on est en train de la financer avec de l'impôt. Oui, c'est ça le problème. Parce que si vous faites 6% de croissance économique, vous avez suffisamment de marge pour reprendre. Sauf qu'Abraham Youmi, le chef de gouvernement, je suis l'avocat de personne et encore moins du chef de gouvernement et de ce gouvernement, sauf qu'il y a une immédiateté aujourd'hui. Il y a l'État social à financer. Donc si effectivement j'ai la croissance économique qui n'est pas au rendez-vous pour financer ces politiques sociales, il faut que je trouve des sources de financement. Mais Rachid Hilaoui, je suis d'accord avec vous. Mais je comprends très bien les contraintes du gouvernement. Nous avons testé la manne fiscale. Elle n'a pas marché, parce qu'on n'a pas de croissance en face. Testons la manne de la déduction de la TVA pour voir si la consommation repart. Parce qu'aujourd'hui, les ménages, il y a eu le HCP qui a publié un rapport qui dit qu'il y a une baisse majeure de la consommation des ménages. Parce que c'est lié à la confiance, mais aussi de l'épargne, aussi du pouvoir d'achat. Imaginons maintenant que si on donne du pouvoir d'achat aux ménages, ils vont consommer, on aura de la TVA, on aura de recettes fiscales, et ça permet de financer Mais parce que la politique sociale, c'est très facile. On la finance avec de la dette, et moi je suis contre, et le gouvernement est contre. C'est une bonne chose. On la finance avec de la croissance, on est dans la capacité de le faire. Et sinon, on la finance avec de l'impôt. L'impôt direct et l'impôt indirect. Mais on peut être les deux. On peut être entre les deux. Moi, j'ai toujours défendu une taxe intérieure de consommation flottante. Aujourd'hui, nous avons un baril de pétrole qui est à moins de $70. Il était à $90 il y a à peu près 8 mois, 10 mois. Cette baisse, elle n'est pas visible au niveau de la pompe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement utilise les recettes fiscales du prix du carburant très élevé pour faire de la politique sociale, ce qui est très bien. Est-ce que ça, c'est pas un élan, un écosystème de solidarité? Non, mais et de dire les yeux dans les yeux, comme là je vous ai en face, et les yeux dans les yeux sur le ring, de dire voilà, aujourd'hui, la croissance économique n'est pas au rendez-vous. Moi, en tant que responsable et décideur, je ne veux pas endetter massivement le pays. Et donc, du coup, c'est les recettes fiscales, essentiellement d'ailleurs la TVA, qui vont financer la protection sociale et faire en sorte de réunifier aussi ce Maroc et de réduire les fractures sociales. Depuis 23 ans, dans tous les discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, il a défendu la classe moyenne parce que c'est la locomotive de n'importe quelle société. Cette locomotive, c'est elle qui produit les richesses et c'est elle qui les consomme. Et en même temps, c'est elle qui paye l'impôt pour faire le rattrapage social. Si on détruit la classe moyenne, c'est ce qu'on est en train de faire. La classe moyenne, pourquoi? Parce que la classe moyenne, elle paye les impôts, elle ne va pas à l'école publique. Elle va pas dans la santé publique. Donc cette classe moyenne finance la scolarité de ses enfants, elle finance sa santé dans le privé, et en même temps, on va la ponctionner avec de l'impôt. Au nom de la solidarité nationale. Mais non, au nom de la solidarité nationale. Mais je suis d'accord avec vous, Rachid Hilaoui, je suis d'accord avec vous, dans des limites. Et du coup, nous devons utiliser ce qu'on appelle l'effet cliquet. C'est quoi l'effet cliquet ou ce qu'on appelle le crowning peg? Le crowning peg, c'est-à-dire de donner et de prendre, donner et prendre, donner et prendre. Et ça, c'est ce qu'on doit faire. Parce que moi, j'attendais vraiment, et d'ailleurs, je pense que le ministre, le secrétaire d'État chargé du budget a fait une déclaration. Il a dit qu'en 2025, ils vont revoir la pression fiscale sur le travail. Revenu. Oui. Et donc, ça, c'est en direction de la classe moyenne. Moi, j'espère qu'on ait de la croissance en 2024. C'est-à-dire qu'on est de 4%, 4,5%, je l'espère. Vous pensez qu'on fera les 3,7, les 3,8 qui sont prévus dans la loi de finances 2024? Si on a une très bonne année agricole, oui. Si on n'a pas une très bonne année agricole, on sera autour de 2,8, 2,9, comme cette année. Et juste pour conclure, avant de passer au troisième round, le projet de loi de finances et la loi de finances tout court applicable à partir du 1er janvier 2024 prévoit un taux d'inflation à 2,5. Est-ce que vous considérez qu'effectivement, on pourrait revenir
en 2024, premier trimestre, premier semestre, Oui, à des niveaux de 2,5% de taux d'inflation. Je pense qu'il y a des pays déjà qui reviennent à des taux d'inflation qui sont très bas. Oui, 2,5-3%, c'est possible. Par contre, je vais quand même dire qu'il y a eu 3 avancées dans le PLF 2024. Je voulais allez-y, bien sûr. 3 avancées. Alors, le premier, 3 dispositifs aux 3 avancées. Le premier, c'est alors ça permet à l'État de récupérer des recettes fiscales, mais en même temps, j'appelle ça quand même des avancées parce que l'exécutif est dans le dialogue. Alors, la première, c'est le droit à l'erreur en direction des personnes morales. Ça veut dire une entreprise qui s'est trompée directement, indirectement dans sa déclaration fiscale, elle peut la reprendre et refaire une déclaration fiscale. Ça, c'est envers les personnes morales. La deuxième, c'est la procédure d'examen de la situation fiscale pour les personnes physiques. Ça veut dire là aussi, une personne qui s'est trompée, elle peut refaire. Et puis la troisième, c'est la contribution libératoire pour les gens qui ont des devises et aussi des fonds à l'étranger. Pour moi, ça, c'est des dispositifs d'avancée qui vont permettre de récupérer quelques milliards peut-être de dirhams, mais ce n'est pas une mauvaise chose. En tout cas, est-ce que ça peut impacter le PIB, créer plus de richesse et augmenter le budget Alors, général de l'État? Rachid Hilawi, c'est très simple. Je pense que je ne vais pas faire un cours d'économie à l'exécutif. Ils sont mieux placés que moi. C'est très simple. Si vous voulez créer de la richesse, il faut créer de l'emploi. On ne sait pas encore le faire. Donc ça se résume à ça. Voilà. Alors la pluie, c'est le faire. À notre place, quand on a une bonne année agricole, on a quelques millions d'emplois dans le secteur agricole et dans les milieux ruraux, mais il faudrait qu'on apprenne, et c'est très difficile, c'est pas facile. Il ne peut pas y avoir de retour à la croissance s'il n'y a pas un retour de la création massive d'emplois et d'emplois de qualité. 12,4% de taux de chômage 2022, on finit à 13,6, on a monté d'un point, 0,2. C'est beaucoup, ça fait plusieurs milliers d'emplois perdus. 36 000 d'après les économistes. 36 000 et 300 000 emplois détruits selon le Haut Commissariat au plan dans sa dernière livraison. Troisième round, convergence des politiques publiques, un vrai sujet, parent pauvre de la gouvernance, avec un point d'interrogation. Vous qui êtes spécialiste des politiques publiques, cette notion de convergence, je rappelle qu'il y a un ministère dédié à la convergence des politiques publiques. Quand on regarde de près ce qui se passe en matière de pilotage et des différentes stratégies ministérielles, on cherche la convergence, mais on a du mal à la trouver. Alors déjà, il faut définir ce que c'est qu'une politique publique. Une politique publique, c'est une action sociale envers le citoyen, pour la définir. Deuxièmement, quel est le but de l'évaluation des politiques publiques? C'est de rationaliser les dépenses publiques. Parce que nous sommes comptables de l'impôt que paye le citoyen. Et donc cet impôt, on va le dépenser parce que moi j'ai toujours défendu le fait que les citoyens sont actionnaires d'une grande entreprise qui s'appelle l'État. Alors quand vous êtes actionnaire, vous attendez des dividendes. Alors c'est quoi ces dividendes? Ce sont les politiques publiques et les politiques sociales. Alors la Constitution de 2011, elle a consacré les politiques publiques et l'évaluation des politiques publiques avec 2 principaux articles, l'article 148 et l'article 13. Très important, où on a dit oui, il faut que les citoyens, en plus la participation des associations des citoyens, parce que c'est normalement l'évaluation des politiques publiques, ce n'est pas une opération singulière, c'est une opération plurielle, et c'est aussi une des jambes de la démocratie. C'est très important, d'une démocratie sociale qui se veut moderne et avancée. Oui, l'évaluation des politiques publiques, d'abord c'est une priorité, parce que ça permet de ne pas seulement faire la reddition des comptes, mais également d'évaluer le coût et bénéfice des politiques publiques qu'on choisit. Normalement, le problème au Maroc, c'est qu'on n'arrive pas à identifier les politiques publiques. On n'arrive pas à identifier les politiques par exemple, le politique public ou les politiques publiques? Alors, la vaccination, après le Covid, c'était une politique publique qui a apporté beaucoup de bien aux citoyens marocains, c'est une grande réussite mondiale. Mais on n'a pas évalué le coût-bénéfice de cette politique publique. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui en fait? Oui, déjà avant de faire converger les politiques publiques, on n'arrive pas à évaluer pourquoi on les évalue pas? Pourquoi on ne les évalue pas? Premièrement, parce qu'on n'a pas encore identifié qui doit les évaluer. Et ce n'est pas la Cour des comptes. Je rappelle, c'est Mounir Jazouli qui est le ministre en charge, entre autres, de la convergence des politiques publiques. Normalement, on doit avoir une plateforme. Et de l'investissement. On doit faire les évaluations des politiques publiques. Elle peut être faite par un mix, parlementaires, consultants, hauts fonctionnaires. On peut faire ça, mais en même temps, il faut les mettre sur une plateforme numérique et que n'importe quel citoyen peut cliquer et lire l'évaluation de la politique publique. Par exemple, là, on va distribuer des allocations. Il faut le faire pendant 3-4 ans et évaluer.
mais comment on C'est-à-dire, évalue? référence aux aides financières. Alors l'évaluation, qui c'est pas un débloquées. calcul, Oui. Rachid Hilawi. L'évaluation, c'est une évaluation à la fois D'impact. qualitative et quantitative. D'abord, c'est une analyse de la perception. On va poser des questions à des échantillons, des focus group. C'est un vrai métier, l'évaluation des politiques publiques. Et puis, on va faire des rapports pour que le citoyen puisse lire dans sa langue, ça peut être en arabe, en français, comprendre où va. Alors, deuxièmement, et ça c'est très important. Juste, vous avez fait référence tout à l'heure, parce qu'on l'a abordé lors du premier round de grève des enseignants vers une sortie de crise. Est-ce qu'il ne serait pas bon aujourd'hui de faire une évaluation des dizaines de milliards de dirhams qui ont été injectés au niveau du ministère de l'Éducation nationale? Est-ce que d'abord la première évaluation, selon vous, c'est de pouvoir évaluer ce qui a été dépensé et l'impact consenti au niveau de l'éducation nationale, au niveau du secteur de la santé, les deux piliers, les deux jambes de l'État social, avant même de commencer à amorcer la distribution d'aides financières directes? C'est une excellente question, Rachid Hilawi. D'abord, l'évaluation des politiques publiques, c'est une démarche de progrès. Ce n'est pas une démarche de procès. De progrès, pas de procès. Alors, nous, on ne cherche pas à faire un procès. On est dans un État qui veut aller vers un progressisme social. Alors, on ne peut pas évaluer ça. On peut évaluer, par exemple, la politique publique de 1 million de cartables. On peut évaluer, par exemple, la politique publique du périscolaire. On peut faire ça. Mais on ne peut pas évaluer les 10 milliards parce qu'on va aller sur un sujet flou pour avoir une évaluation floue. En fait, il faut prendre un petit sujet et un petit échantillon. Parce que sinon, par exemple, vous connaissez le RSA. Oui. Alors, le RSA, il y a eu des évaluations du RSA. Mais il n'y a pas eu des évaluations du RSA au niveau de... Le RSA, c'est le revenu de solidarité active qui est à peu près de 650 €. Donc, on donne à des personnes de plus de 26 ans. Alors, ça, c'est un exemple. Et quand on a fait le RSA, on ne l'a pas fait au niveau de toute la France. On a pris une ville, une commune, parce qu'il est impossible d'évaluer, par exemple, la politique d'éducation publique. La politique publique d'éducation publique, surtout le Maroc, on peut pas le faire. En même temps, l'État, on verra bien, parce qu'il patauge un petit peu avec les enseignants, mais ce qui était prévu, d'ailleurs, c'est une recommandation de la commission spéciale Nouveau Modèle de Développement, c'est d'évaluer les enseignants. Et c'est d'évaluer aussi le personnel et les fonctionnaires attachés au ministère de la Santé. Mais ça, c'est pas l'évaluation des politiques publiques. Non, ça, c'est pas. En fait, ça rentre dans le management public. L'État ne veut pas s'évaluer, mais en même temps, il propose lui et il s'apprête à évaluer les fonctionnaires de certains ministères. Alors, Rachid Hilawi, vous avez raison. Vous savez que ce qu'on appelle le public management, c'est américain, c'est dans les années 50. Alors, il y a cette évaluation de politique publique et la notion de politique publique, ce qu'on appelle le théorème de cause, c'est-à-dire le coût-bénéfice. Mais en même temps, ce que vous dites est vrai, il faut que le fonctionnaire soit rentable. Du moment qu'il a un salaire, il faut que ce fonctionnaire fasse un travail qui permet… Sur l'éducation nationale aujourd'hui, c'est plus de 70 milliards de budget annuel détaché et ventilé au ministère de l'Éducation nationale. On a revisité tout à l'heure ensemble, je vous ai fait réagir là-dessus, sur le fait qu'on est un des plus mauvais élèves concernant le programme PISA de l'OCDE, et en même temps, on voudrait revaloriser une fois de plus le salaire des enseignants. Est-ce que voilà, c'est dire… Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a Moi, je vais vous retourner la question. Je vais vous retourner la question. Imaginons qu'on évalue nos enseignants, puisqu'on prend beaucoup d'enseignants à la sortie du master, à la sortie de la licence, et puis on leur donne sans les former. Parce que la formation, si on veut faire des formations cohérentes et productives, il faut les prendre sur 18 mois ou sur 2 ans. On les prend et pendant 2 ou 3 mois, après on les met devant les élèves. Est-ce que si on évalue nos enseignants et on trouve qu'ils sont très mauvais, on fait quoi? On ferme les écoles? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas avoir d'enseignants dans une classe et effectivement réorganiser les classes, ou avoir un professeur, un enseignant mal formé qui va assurément commettre énormément de dégâts auprès des élèves? Rachid Hilawi, l'école, ce n'est pas une garderie. L'école, les gens, quand ils viennent à l'école, c'est pour apprendre et pour développer des compétences. Donc, normalement, il y a une partie dans le statut unifié avec l'école avec laquelle je suis très d'accord. Mais pour dire par rapport au secteur de la santé, c'est la même chose. La formation continue, l'accès aux compétences, que les enseignants soient prêts, parce qu'on ne peut pas vouloir qu'une augmentation de salaire sans donner de contrepartie. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Donc, si j'ai bien compris, moi je suis pour l'évaluation des enseignants. Donc si j'ai bien compris… Et pour l'accès, je suis aussi pour l'accès selon le mérite aussi. Je vous le dis, selon le mérite, selon l'engagement, c'est comme ça. C'est pas… En tout cas, convergence des politiques publiques, parent pauvre de la gouvernance,
Oui. Ah, vous dites oui, mais le problème, c'est qu'on n'a même pas commencé ne serait-ce qu'à évaluer. Non, on n'a pas Avant commencé à de faire évaluer. converger, c'est-à-dire qu'il reste encore. Après, il y a autre chose qui est très importante parce que toujours au niveau des pays européens, les Espagnols, les Italiens, les Français, les Scandinaves, ils font l'évaluation des politiques publiques au niveau territorial. C'est les régions. Et donc, moi, je veux qu'on avance sur la régionalisation avancée. Et là, on pourra faire de l'évaluation des politiques publiques par pont, par territoire. Parce qu'on ne peut pas le faire au niveau national, ça sera flou sur un sujet flou. En tout cas, le HCP le fait au niveau des différents PIB. Oui, mais création de richesse par région, mais vous dites. Mais il ne descend pas sur le terrain, parce que l'évaluation des politiques publiques, c'est descendre sur le terrain, c'est rencontrer les citoyens, c'est poser des questionnaires, c'est un travail donc, aller long. ne pas rester que dans le cadre macro et d'aller sur le terrain. Exactement, et faire des études qualitatives et rencontrer les citoyens, parce que le citoyen est actionnaire de l'État. Merci qu'il y ait des bénéfices ou des pertes. Exactement. Ouais, pour les deux, hein. Ouais, pas que lorsqu'il y a des bénéfices. Merci infiniment à vous, Abdelrahmane Youmni, je rappelle, professeur universitaire, économiste et spécialiste des politiques publiques. Merci Rachid Hlaoui pour l'invitation. Mais c'est toujours un plaisir.